La scène est attendrissante. Ah, mon tour, attends tout. Foued Mohamed Agad, un jeune Alsacien de 20 ans, joue avec son neveu. Cette vidéo de famille a été tournée en 2013. Tu veux grimper, toi? À cette époque, rien ne laisse penser que derrière les sourires se cache un bourreau. Le voici 2 ans plus tard. Sachez qu'on a reçu ordre d'Emir El-Mouminin de vous tuer où que vous soyez. L'oncle attentionné a changé de visage. Il a rejoint l'organisation État islamique. Sur cette vidéo de propagande, Foued Mohamed Agad s'apprête à tuer un homme. Aux musulmans, restez à l'arrière. Qu'avez-vous à rester cloué au sol quand on vous a dit élancez-vous au combat? Ces horreurs, l'Alsacien ne va pas les commettre uniquement en Irak et en Syrie. Il va revenir en France avec d'autres terroristes pour commettre les attentats du 13 novembre à Paris. Le commando fait 130 morts et près de 500 blessés. Ce sont les attaques les plus meurtrières qu'ait connues la France. Foued Mohamed Agad, l'un des assaillants du Bataclan. Abdelhamid Abaoud, qui a coordonné les attentats et mitraillé les terrasses. Brahim Abdeslam, mitrailleur des terrasses lui aussi, il s'est au comptoir Voltaire. Son frère, Salah Abdeslam, l'un des logisticiens qui a transporté les terroristes en Europe ainsi qu'au Stade de France. Et enfin, Najim Lachraoui, l'intello du groupe, mais aussi l'artificier qui a fabriqué les ceintures d'explosifs. Qui sont ces hommes? Quelle a été leur vie? Comment se sont-ils radicalisés au point de devenir des monstres? Nous avons retrouvé leurs proches et ceux qui ont croisé leur route. Pas le même gars, ils ont changé quelque chose. Mais non, c'est pas possible. Il avait l'air trop gentil pour faire ce qu'il a fait. Quand j'ai vu les images, j'étais sous le choc, je n'y croyais pas. Qu'est-ce qui fait qu'il a basculé? Ce garçon, il n'était absolument pas programmé pour commettre des faits pareils, mais absolument pas. Comment il a pu s'enlever dans la tête qu'il prenait la vie de quelqu'un qui avait peut-être une famille, qui avait peut-être une femme, une chérie, un enfant. Enfin, comment on a pu lui enlever ça et lui dire que cette personne, c'est un ennemi? À la naissance, personne n'est programmé pour tuer. Le mal s'installe au fur et à mesure, selon les histoires personnelles. Que s'est-il passé dans la vie de l'Alsacien Foued Mohamed Agad? Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir l'un des tueurs du Bataclan? Foued Mohamed Agad, né en 1992. Il grandit en Alsace avec ses 3 frères et sœurs dans ce village de 600 habitants. Ses parents sont ouvriers, ils ne roulent pas sur l'or. La famille habite tout de même cette jolie maison. Son père et sa mère, musulmans peu pratiquants, l'élèvent loin de la religion. Denis Tellman a connu la famille. Son fils était dans la même classe que Foued, ils jouaient souvent au foot ensemble. Il s'amusait là, c'était son terrain d'entraînement aussi pour préparer un peu les matchs du dimanche. C'était un garçon un peu timide, un peu renfermé, certes. Enfin, en tout cas, dans la période où moi je l'ai connu, c'est-à-dire entre la maternelle et le début du collège, c'était un garçon qui était effectivement calme, très gentil, une famille ordinaire comme les autres, qui rentrait dans le paysage du village sans qu'il y ait quoi que ce soit à dire ou à redire. Premier choc dans la vie de Foued Mohamed Agad, le divorce de ses parents. Le jeune homme vit maintenant avec sa mère et ses frères et sœurs dans cette cité HLM plutôt tranquille. Son adolescence se passe sans problème, sauf pour ses études. Il ne va pas au bout de son bac professionnel
Mais ce n'est pas grave, il a une idée en tête pour rebondir, car il y a une discipline dans laquelle il excelle, le sport. Comme nous le confie l'un de ses meilleurs amis, qui témoigne pour la première fois. Il était très sportif, il faisait énormément de musculation et c'était un très bon athlète. Avec ses capacités physiques, Foued Mohamed Agad espère intégrer les rangs de l'armée ou la police. Mais il connaît une sérieuse désillusion. Il s'est fait recaler et de la police et de l'armée. Et comment il a réagi par rapport à ça? Il était triste, il comprenait pas parce que surtout il n'avait pas les raisons. Quand on vous recale ces concours-là, on vous donne aucune raison. On vous dit non et puis c'est tout. Marqué par ses échecs, à 19 ans, le jeune homme quitte l'Alsace pour s'installer dans le sud de la France où vit sa petite amie, rencontrée sur Internet. À Castres, il travaille d'abord dans cet abattoir, mais il trouve le rythme trop dur et arrête au bout de quelques semaines. L'Alsacien se reconvertit alors dans le bâtiment. Après plusieurs missions d'intérim à Toulouse, il décroche enfin un contrat en CDD dans une petite entreprise de ferronnerie-métallerie. C'est celui-là le dernier que l'on a fait avec Foued, José et toi. Antoine, le patron, et Michael, son employé, réalisent avec Foued les façades de cet immeuble. On avait commencé à mettre tout ce qui est garde-corps en fer. C'est à ce moment-là que j'ai pris Foued. Et c'est un beau garçon quand même, il était sympa. T'es grand? Grand, il est costaud, Toujours souriant. Il cultivait bien son corps, toujours souriant, très agréable. Et un bon employé? Oui, comme je disais, jeune. Il fallait lui expliquer à chaque fois, mais sinon, voilà. Quand il ne savait pas, il nous posait des questions, on lui expliquait, et puis ça suffisait, quoi. Il se débrouillait très bien. Il avait des projets à l'époque? Il avait des projets, il voulait prendre un appartement. Il était dans un tout petit studio d'étudiants au Mirail, avec sa copine à l'époque. Et ils avaient un projet, oui, d'avoir un petit bébé. Ils m'ont fondé une famille. Il est où? Bouge pas. C'est le travail. On l'a vu. C'est le travail. Foued Mohamed Agad mène une existence paisible sans encombre. Son travail lui plaît et il est amoureux. Mais une rencontre va le faire basculer dans l'islam radical. Parmi les terroristes du 13 novembre, la moitié a grandi en Belgique, dans la banlieue de Bruxelles. Notamment à Molenbeek-Saint-Jean, une petite ville où s'est installée une importante communauté maghrébine. Parmi elles, la famille Abdeslam et leur fils, Salah, le futur logisticien du commando terroriste. Les parents de Salah Abdeslam habitent sur la place du marché, dans ce grand appartement, avec leurs 5 enfants. La maman est mère au foyer, le papa conducteur de tramway. Tous les deux veillent à l'éducation de leurs enfants. Mais Salah leur donne du fil à retordre, il sèche souvent les cours au lycée. L'un de ses anciens professeurs se souvient d'un élève intelligent, mais peu investi. Il n'avait pas d'ambition pour entrer dans une faculté ou dans une école supérieure. C'était vraiment pas ça qu'il avait en tête. C'était vraiment le travail, avoir de l'argent et faire sa petite vie de famille. Il avait des comportements assez... parfois, il répondait aux professeurs ou il était agressif verbalement, je dirais. Son papa venait de temps en temps à l'école. Son papa prenait parti avec le corps professoral. Il gueulait sur son fils quand il faisait des bêtises, des conneries. Il voulait absolument que son fils réussisse. Le jeune homme pense surtout à faire la fête. Lors d'un voyage de classe, son enseignant est impressionné. C'était un fêtard, un grand fêtard. Il faisait 3-4 discothèques en une nuit, quoi. Il fallait aller le chercher. Il faisait pas de bêtises pour autant, mais il s'amusait beaucoup. Comme vous savez, quand nous, on est professeur, on est responsable, on est censé dormir le dernier, se réveiller le premier. Ben avec ça, là, c'était très difficile de le faire. Il dormait 2-3 heures, il se lève. Pourquoi? Pour prendre son petit déjeuner, pour aller à la piscine. Et pour s'éclater toute la journée et s'éclater toute la nuit, profiter de tout.
Salah Abdeslam dévore la vie, mais cela ne l'empêche pas de décrocher son bac pro en électromécanique et de se faire embaucher dans la société de transport où travaille son père. À 20 ans, son avenir semble tout tracé. D'autant que le jeune homme a une petite amie qu'il veut épouser. Même s'il est peu pratiquant, oui, merci. Allez, au revoir. Il vient demander conseil à Fared, le gérant de cette boutique d'articles islamiques. C'est par rapport au mariage. Il cherchait des livres sur le mariage, pour préparer le mariage, des livres qui pourraient intéresser son épouse. Ouais, tout ce qui était lié dans les relations futures pour un couple de jeunes mariés. Voilà. Salah Abdeslam est fiancé, mais il aime toujours autant faire la bringue. Il dépense sans compter. La flambe va le faire déraper. En quête d'argent, le jeune homme se laisse entraîner dans un casse avec l'un de ses meilleurs copains, Abdelhamid Abaoud. Abdelhamid Abaoud n'est pas n'importe qui. Il a eu un rôle clé dans les attentats du 13 novembre. Il en est le coordinateur et l'un des tueurs des terrasses. Le destin des deux amis se lie un soir de décembre 2010, lorsqu'ils décident de cambrioler des garages avec deux autres jeunes. L'équipé tourne vite au fiasco. Ils partent de Molenbeek dans la voiture de la sœur d'Abaoud, qui est une petite Opel Corsa. Dans la voiture, ils prennent des cagoules, un pied de biche, un spray lacrymogène, et puis ils descendent vers le Brabant wallon, qui est un peu la province riche au sud de Bruxelles. L'objectif, c'est d'aller voler des voitures. Donc, ils arrivent dans un premier garage. Il y en a un qui monte sur le toit et passe à travers la place de plexiglas. Il tombe sur la voiture d'un client. Il se blesse. L'alarme se met en route. Les policiers sont avertis. Le garagiste arrive, mais ils ont le temps de déguerpir. Ils vont dans un deuxième garage qui est à 5-6 km de là. Là aussi, ils sont arrêtés par le garagiste. Mais c'était la bande des pieds nickelés. C'est sûrement le tournant de leur vie. Le tribunal de Nivelles les condamne à 1 an de prison avec sursis. La peine est légère, mais lourde de conséquences pour les deux copains. Salah Abdeslam est licencié des transports bruxellois. Ses perspectives de retrouver du travail sont minces. Il frappe à toutes les portes, notamment à celle d'Ahmed El Kanous, l'adjoint au maire de Molenbeek, en charge de l'emploi. Il est venu plusieurs fois, mais mes souvenirs sont très précis parce qu'il était vraiment insistant pour essayer de trouver un emploi, parce qu'il voulait fonder sa famille, il voulait s'installer et pouvoir, je dirais, construire un avenir. Et je trouvais cette démarche très positive à l'époque, évidemment. Ses recherches restent vaines. Il se met alors à travailler dans le bar que tient son grand frère, Brahim. C'est ensemble qu'ils vont se radicaliser peu à peu, notamment sous l'influence d'Abdelhamid Abaoud. Celui-ci s'enfonce dans la petite délinquance. Il fait plusieurs séjours en prison. C'est à ce moment-là qu'il se tourne vers la religion et commence à faire sa prière. Mais pas de quoi inquiéter les surveillants comme Cosimo Agostini. En fait, ici, vous avez la prison. Vous avez une aile, on voit des fenêtres là-bas au-dessus. Il était là-bas, dans cette section-là. Il était franc et souriant, quelqu'un qui aimait bien la vie, quoi. Aucun signe de radicalisation? Absolument pas. Comparativement à d'autres qui sont incarcérés et qui, eux, prient régulièrement, je n'ai pas souvenance qu'ils aient ces prières d'une manière régulière. Maintenant, je me pose la question de savoir aussi, parce qu'ils vont en promenade ensemble, est-ce qu'il a été radicalisé par d'autres? Est-ce que ça s'est passé à l'extérieur? Donc là, c'est des réponses que moi, je n'ai pas. Est-ce durant sa détention qu'Abdelhamid Abaoud se radicalise? En tout cas, à sa sortie en septembre 2012, ses proches remarquent un changement dans son comportement. Comme le confie l'un de ses amis joint par téléphone. Je sais que quand il est sorti de prison, c'est pas qu'il s'est radicalisé, mais il était gentil, il était plus simple, avec des bonnes paroles douces. Quand je fumais par exemple devant lui, il n'aimait pas ça, tu vois. Il me disait arrête de fumer, c'est pas bien, ta santé, c'est ça. Avant, il en avait rien à foutre. Il essayait en fait de s'éloigner des péchés, quoi. Abdelhamid Abaoud fréquenterait maintenant un groupe d'islamistes dirigé par un personnage sulfureux,
Khalid Zerkani. Ce prédicateur marocain est considéré comme le plus gros recruteur de djihadistes en Belgique. Julien Balboni, journaliste au quotidien belge La Dernière Heure, a enquêté sur cet homme, aujourd'hui condamné à 15 ans de prison. Khalid Zerkani, déjà, il a un surnom, c'est Papa Noël. Parce qu'il a une grosse barbe et parce qu'il a plein d'argent. Il donne plein de cadeaux. C'est quelqu'un qui est d'une taille moyenne, qui est assez obèse, qui a une énorme barbe, des cheveux hirsutes, une petite calvitie, ainsi que la marque sur le front, la marque de la prière, sur le signe de ceux qui prient énormément, et qui est d'une allure assez sale. Il faut l'imaginer dans un training un peu dégueulasse et des taches de gras un peu partout. C'est un drôle de personnage assez impressionnant. Alors, comment fait-il pour attirer les jeunes recrues? Son aura, Zerkani l'a construite avec une maîtrise parfaite du Coran. Il s'est adapté les versets à sa cause, le djihad. Beaucoup de ses prêches ont lieu dans son appartement, au dernier étage de cet immeuble. Vous habitez ici? Oui. Est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelait Monsieur Zerkani, un grand avec une barbe? Je ne sais pas, non, pas beaucoup de lui. C'est seulement qu'est-ce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, chez lui. Ouais. C'est ça que j'ai vu. Quel genre de personnes venaient? Des hommes, des hommes. Et ils venaient plutôt le soir, la journée? Même la nuit. Ah oui, la nuit aussi. Même la nuit aussi. Il est arrivé à faire entrer dans la tête de ces jeunes que le vrai courage, c'était de partir en Syrie pour aller combattre l'armée de Bachar el-Assad qui opprimait le peuple sunnite. Également combattre pour instaurer la charia. La petite graine du djihad est maintenant en train de germer dans la tête d'Abdelhamid Abaoud. Il songe à partir en Syrie. Il ne lui manque plus qu'une opportunité. Sans le savoir, pour son plus grand malheur, c'est son père qui lui aurait fourni. Ce commerçant bien établi, qui tient un magasin de vêtements à Molenbeek, a tout fait pour donner un bel avenir à son fils. Il l'inscrit dans ce collège catholique réputé, mais ses résultats sont médiocres. Alors il le prend à ses côtés dans sa boutique, mais rien n'y fait. Abdelhamid Abaoud reste un délinquant. Fin 2012, après la dernière sortie de prison de son fils, le père décide de l'éloigner un temps de la Belgique. Sait-il qu'Abdelhamid est en train de se radicaliser? En tout cas, il l'envoie tout droit dans la gueule du loup, selon le journaliste Christophe Lamfalussy. Le père Abaoud s'inquiète, envoie son fils en Égypte pour qu'il suive des cours de religion, d'islam. Mais qu'est-ce que fait Abaoud? En contact avec des personnes en Égypte, il décide de partir en Syrie. Abdelhamid Abaoud pose le pied sur ce pays en guerre début 2013. C'est le point de départ d'une longue cavale sanguinaire. Le djihadiste en herbe revient en Belgique plusieurs mois plus tard avec un projet effroyable. Convaincre son petit frère Younes, 13 ans, de repartir avec lui. Son plan est mis à exécution en janvier 2014. Il récupère Younes après ses cours au collège et l'emmène en Syrie, à l'insu de ses parents. L'enlèvement du jeune garçon a marqué l'une de ses professeurs. Il s'est absenté, donc on s'est dit qu'il était malade. Et puis finalement, dans la semaine qui a suivi, les autres élèves de la classe nous ont dit qu'ils l'avaient vu sur Facebook, qu'il avait changé sa photo et qu'il l'avait mis avec une arme dans les mains. Et donc ils nous ont dit qu'il était parti en Syrie. Et donc comme ça venait des élèves, on leur a dit que non, que sans doute il racontait un peu n'importe quoi, que c'était pas possible. On n'y a d'ailleurs pas cru, on n'y a cru qu'au moment où la direction nous a convoqués pour nous dire qu'effectivement la police était venue et qu'il était effectivement parti en Syrie. Les parents sont vraiment tombés de haut, ils ne pouvaient pas y croire. Que leur grand-fils aurait pu partir déjà, c'était quelque chose d'inimaginable. Mais qu'en plus, il ait emmené le petit frère, c'était juste pas possible.
Le papa a apparemment fort culpabilisé, il s'est senti responsable qu'un de ses fils ait pu faire ça. Au sein du groupe État islamique, Abdelhamid Abaoud porte la double casquette de combattant et de recruteur. Sur les réseaux sociaux, il publie régulièrement des photos comme celle-ci, légendées, les touristes terroristes. Il envoie à la fois l'image des vacances, puisqu'on le voit pêcher, on en voit d'autres qui se baignent dans les rivières. On le voit aussi avec des armes, on le voit à un moment où il est en train de se protéger de tirs. Il dit voilà, je suis à la ligne de front, je suis courageux. Voici cette vidéo de propagande. Est-il vraiment sur le front? En tout cas, Abdelhamid Abaoud fait le malin, caché derrière des sacs de sable. Ils avancent vers nous avec des tanks, l'artillerie lourde, beaucoup d'hommes. Alhamdulillah. Nous sommes en phase 2, une cinquantaine d'hommes, la plupart portant des Kalachnikov. Les ennemis d'Allah et les ennemis de l'islam se sont rassemblés dans le monde entier. Que ce soit en commençant par les soi-disant bouddhistes pacifiques qui exterminent, déchiquetent et mangent les musulmans en Asie, ou les Africains en Centrafrique qui tuent les musulmans. Subhanallah. Ça fait une petite heure qu'il y a un sniper qui essaie de m'avoir. Et bien, il ne m'aura pas par la volonté d'Allah. Il emploie aussi des arguments plutôt étonnants, comme vanter la gastronomie syrienne. En vivant en Europe, je n'ai mangé de nourriture comme celle que j'ai mangée ici. Je suis rentré dans des villas, des palais. Accourez-vous au jihad, accourez-vous au jihad, accourez au jihad, accourez. Il renvoie à ses copains de Molenbeek, qui renvoie l'image d'un type qui est fort, qui est courageux. C'est vraiment toute l'idéologie du Superman dans un endroit idyllique. C'est ce qui a malheureusement attiré, parce que beaucoup de jeunes sont partis en se disant on va vivre dans des palais. Mais l'un de ses films révèle les horreurs qu'il commet. La vidéo est tournée en février 2014 en Syrie. Avant, subhanallah, on tractait des jet skis, des quads, des motocross, des grosses remorques remplies de bagages, remplies de cadeaux pour aller en vacances. On le voit tout sourire, traîner des cadavres à bord d'un pick-up. Derrière sont accrochés 7 à 8 corps, des civils et des rebelles syriens qui viennent d'être tués dans de violents combats. Ils vont être conduits jusqu'à une fosse commune dans ce champ. À Molenbeek, la ville où il a grandi, les habitants sont sous le choc. À commencer par Fared, le gérant de la boutique islamique. Il croisait souvent Abdelhamid Abaoud. Quand ils ont montré les vidéos, on le voyait occupé à tirer des corps. C'est là on a dit mais c'est Hamid. Là, ça vous a... Là, je dis, oh, la plupart étaient choqués ici. Les parents étaient choqués, les parents de ces jeunes aussi qui avaient peut-être peur aussi pour leurs enfants. Abdelhamid Abaoud gravit rapidement les échelons de l'organisation État islamique. Mais il n'est pas le seul à se distinguer. L'un de ses compatriotes prend lui aussi du galon. Najim Lachraoui, l'intello, l'un des rares à avoir entamé des études supérieures parmi les terroristes du 13 novembre. Il est l'artificier du groupe. C'est lui qui a fabriqué les ceintures d'explosifs, comme celle-ci. Najim Lachraoui est né en 1991. À son adolescence, ses parents, pourtant musulmans pratiquants, l'inscrivent dans une école catholique de la banlieue de Bruxelles. Un signe d'ouverture d'esprit, contrairement à leur fils qui se montre déjà très critique envers l'Occident. Bruno Derbé, son professeur de religion, se souvient de son côté vindicatif. C'était un élève brillant, qui était intelligent et qui était participatif. Personne n'aurait dit de Najim à cette époque-là qu'il était malveillant. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de la colère en lui. Et donc, notamment, lorsqu'on parlait de religion au cours, je me souviens assez bien que Najim l'a
montait au créneau. Il commençait dans un discours, mais ça ne va pas avec l'islam, on nous regarde mal, les gens se trompent. Il faut bien se rendre compte qu'on est dans l'après 2001, avec, depuis quelques années déjà, un amalgame systématique qui est fait entre l'islam d'Al-Qaïda et les musulmans qui sont à côté de nous. L'adolescent grandit dans cette ambiance pesante. La religion prend alors de plus en plus d'importance. Le jeune homme se renferme et commence peu à peu à se radicaliser. Nejim est rentré dans un islam de repli. On ne serre plus la main des filles. C'est quelque chose que je n'avais pas vu à l'époque, mais que d'autres m'ont rapporté par la suite. Dans la manière dont il s'habillait. Tout à coup, il raccourcissait ses pantalons, il se laissait un peu pousser les poils du menton. En tout cas, progressivement à l'époque, se dessinait chez lui ce sentiment que le système musulman est un meilleur système que le système démocratique. Je vais vous le montrer. Ces idées, le lycéen les exprime notamment dans ses dissertations. L'enseignant les a conservées. Voilà, ici. Donc c'est un devoir qui date de mars 2009, donc on est quand même déjà vers la fin de sa terminale, fin de secondaire, et qui porte sur la conception de l'esclavage en islam. Nous gardons en mémoire les images abominables de l'esclavage pratiqué par notre chère Europe occidentale. Donc, la chère Europe occidentale montre qu'il y a de nouveau un certain ressentiment. Lorsqu'elle, l'Europe, a aboli l'esclavage, elle a osé s'en vanter, et peu de temps après, elle a colonisé l'Afrique. On a, dans ce discours-là, clairement un discours qui est déjà extrêmement critique par rapport au modèle occidental. Il y a au minimum du ressentiment, une colère qui est latente, et derrière ça, une manière de défendre l'islam pour montrer que malgré le fait qu'il soit attaqué, il présente une sagesse plus importante. Il avait une bonne connaissance d'un certain islam, c'est-à-dire l'islam trop disponible dans les quartiers bruxellois de l'époque. Najim Lachraoui baigne dans le salafisme, un courant radical de l'islam. La religion lui sert maintenant de guide dans la vie. Mais pour son avenir, il se voit ingénieur. Un avenir stoppé net en première année de Polytechnique, lorsqu'il échoue à ses examens. Je crois que ça a basculé lorsqu'il a raté sa première. Manifestement, Nejim s'est replié dans des groupes qui ne parlaient plus qu'un certain islam, et puis encore des groupes un peu plus radicaux encore dans la manière de percevoir l'islam. Najim Lachraoui se rend régulièrement dans cette mosquée de la banlieue de Bruxelles. Si l'étudiant est sensible aux prêches de l'imam de l'époque, ils sont loin de faire l'unanimité auprès des fidèles. Mais vous l'avez connu alors? Oui, je l'ai connu. Et vous trouviez que c'était effectivement un peu trop On radical? n'était pas d'accord avec certains discours qu'il tenait. Surtout quand vous parlez au nom de Dieu, c'était ambigu, oui. C'est pour ça que nous nous sommes plaints et nous avons demandé le départ. Mais c'est trop tard, le mal est fait. Des salafistes traînent autour de la mosquée. Certains d'entre eux appellent au djihad. Najim Lachraoui est vu à de nombreuses reprises avec un converti très actif, aux propos extrêmes, Jean-Louis Denis. Pour lui, les musulmans ont trahi l'islam en s'installant en Europe. J'en veux à tous ces papas, à tous ces padres qui sont venus émigrer ici. Et ils sont venus ici, ils ont commencé à faire des mosquées, ils ont commencé à construire. Et puis ils disent, ah c'est chouette, regarde, il y a des boucheries halal. Ah, il y a une boulangerie. Ah, il y a une mosquée. Ah, et alors ils croient qu'ils peuvent rester ici, sous l'autorité des mécréants. Et ils appellent au vote, ils appellent au shirk, ils appellent à s'intégrer, alors que l'islam, il appelle à la charia. Jean-Louis Denis ne fait pas que du prosélytisme. La justice belge l'a d'ailleurs condamné en janvier 2016 à 10 ans de prison pour avoir dirigé une filière qui envoyait des djihadistes combattre en Syrie. Je voulais d'abord féliciter tous les moudjahidines qui se battent pour élever la parole d'Allah, combattre contre le Dajjal et tout le système satanique capitaliste, et contre le communisme, et contre les chiites, rawafites, et tous ces ennemis d'Allah. Ces discours font écho aux idées de Najim Lachraoui. Preuve de son endoctrinement, son compte Twitter de l'époque. Le jeune homme qui utilise le pseudo d'Abou Idriss a comme photo d'accueil ce drapeau noir et blanc, symbole actuel du groupe État islamique. Début février 2013, il poste même plusieurs messages faisant référence au djihad.
Il y a dans le Coran plus de 1000 preuves sur l'obligation et la nécessité de s'allier aux croyants, de les secourir, de défendre leur honneur et sur la nécessité de s'opposer aux mécréants. Seul un sacrifice hors norme peut convenir à la noblesse de la religion d'Allah. Ce sacrifice est le djihad. Quelques jours après ces tweets, le 17 février 2013, Najim s'envole pour la Syrie. Son niveau d'instruction lui permet de devenir un membre important du groupe État islamique, notamment pour faire le lien entre les otages et les émirs. Comme le raconte l'un de ses prisonniers, le journaliste Didier François que l'on voit ici, le jour de sa libération. Vous avez bien tous bossé, je suis sûr. Merci les gars, merci les filles. Enlevé par Daesh en 2013, alors qu'il couvre la guerre en Syrie, il reste leur captif pendant près d'1 an. Najim Lachraoui passe plusieurs fois discuter avec lui. Il était très jeune, 23 ans à l'époque, mais extrêmement brillant. On a eu effectivement d'assez longues discussions. C'est quelqu'un qui avait lu beaucoup sur la religion, qui avait une approche très intellectuelle et très comparative de l'islam et de la religion catholique. Enfin, c'était quelqu'un qui était extrêmement fin. Il n'utilisait jamais la violence, ce qui le rendait d'autant plus dangereux. C'est que, à la différence des autres qui étaient un petit peu des brutes épaisses, lui était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Il avait la confiance de ses chefs. C'était l'un des cadres de l'État islamique, c'était pas un garde de base. Najim Lachraoui devient aussi artificier. C'est lui qui fabriquera les ceintures d'explosifs qui éclateront au Stade de France, au Bataclan et dans un café parisien. Dans le sud de la France, Foued Mohamed Agad, l'Alsacien parti vivre à Toulouse, ne sait pas encore que dans quelques mois, il va devenir un combattant de l'État islamique. En septembre 2013, Foued arrive au terme de son contrat dans le bâtiment. Son patron ne peut pas le garder. À la fin de son contrat, on avait décidé, je les avais invités à venir à la maison faire un petit repas. On avait rigolé, mais je sentais un petit pincement de la fin de son contrat. Il ne savait pas sur quoi il allait rebondir derrière, est-ce qu'il allait retrouver du travail ou pas. Je le sentais un petit peu inquiet sur ce qu'il allait faire le lendemain. J'avais pris son numéro, mais on s'est jamais revu. Au chômage, s'ajoute la séparation avec sa copine. Le jeune homme retourne alors en Alsace, où vit son petit-neveu et son grand frère Karim. C'est avec lui que naît le projet de départ en Syrie. Sur Internet, les deux frères regardent en boucle des vidéos de propagande, comme celle-ci. Conçue à l'aide d'un pot pourri d'images, dont des extraits de films de guerre, elle annonce la restauration du califat en Syrie et le devoir de tout musulman de venir combattre. C'est alors qu'Allah suscitera Al-Mahdi qui emplira la terre de justice comme elle aura été emplie d'injustice. Ce film apocalyptique a eu un impact très important, selon le journaliste David Thompson, spécialiste des Français djihadistes. C'est une vidéo qui a eu énormément d'influence. Je pense qu'entre fin 2013 et courant 2014, c'est-à-dire au pic des départs de Français en Syrie, la quasi-totalité des Français qui sont partis en Syrie avaient visionné cette vidéo. C'est avec ces vidéos que le logiciel djihadiste s'insère dans leur esprit. Le jeune homme de 21 ans est aussi touché par les images des atrocités commises par l'armée de Bachar el-Assad. Son ami se souvient que Foued s'imaginait alors comme un sauveur. Il a tellement vu de vidéos où c'est qu'il y a eu des injustices, parce que c'est un pays en guerre, donc forcément il y a des injustices. Des militaires qui frappent, des militaires qui égorgent. Il pointait du doigt le militaire et il lui tardait de rencontrer des hommes comme ce militaire pour pouvoir les tuer, quoi. Et pour eux, pour lui faire la même chose. Foued Mohamed Agad, qui n'a pas réussi à intégrer l'armée et la police, voit alors le djihad comme le nouveau but de sa vie. Et ses paroles, c'était « il me tarde d'y aller ». Il serrait ses poings, il montrait ses muscles là. J'ai compris en fait que là, c'était vraiment devenu un autre Foued en fait. C'était encore une autre personne, il en était excité pratiquement. À l'idée de tuer? À l'idée de tuer, oui.
Tout ce qui en sortait, en fait, c'était de la haine. Pour lui, c'est devenu un jeu vidéo. J'ai l'impression que dans sa vie, il n'a jamais réussi à prouver qu'il avait des qualités et qu'il pouvait faire quelque chose en fait de sa vie. Donc du coup, il s'est donné ce nouvel objectif. Il s'est dit, ouais, c'est bon, cette fois-ci, je vais réussir. Cette fois-ci, j'échouerai pas. Les deux frères ne sont pas seuls à se monter la tête. Une dizaine de leurs copains font partie du projet. Et comme à chaque fois, l'envie de partir ne suffit pas, il faut un détonateur. Cette fois-ci, il s'appelle Mourad Fares. C'est lui qui a réalisé le film apocalyptique. Ce jeune recruteur français a rencontré les Alsaciens plusieurs fois avant de leur fournir le contact d'un passeur. Il s'en vantera plus tard, lors d'une interview accordée au magazine Vice. Je suis l'un des principaux prêcheurs. Tous les djihadistes dont on parle dans les journaux sont passés par moi. Les 10 jeunes de Strasbourg, les 2 jeunes de Toulouse, la mineure de 16 ans et beaucoup d'autres. En décembre 2013, Foued Mohamed Agad, son frère et 8 de leurs amis quittent l'Alsace par petits groupes afin de ne pas éveiller les soupçons. Il m'a appelé une fois qu'il était en Syrie. Il était très content. Il n'arrêtait pas de dire Alhamdoulilah, donc grâce à Dieu. Il était ravi et il avait l'air apaisé en fait. De se retrouver là-bas, c'était enfin quoi. Ils les ont directement amenés dans un endroit où c'est qu'ils les ont interrogés. Au hangar, il se passe ce qui se passe pour tout arrivant, c'est-à-dire qu'ils remplissent ces fameuses fiches de renseignement, les fameux Daesh Leaks. Groupe sanguin, personne à contacter en cas de problème, en cas de décès. Et puis, la dernière question de cette fiche de renseignement, qu'est-ce que vous voulez faire au sein de l'État islamique en Irak et au Levant? Soldat ou alors martyr? Et tous ont rempli la case combattant. L'étape suivante, c'est le camp d'entraînement. Donc là, ils suivent un entraînement. Alors, les camps d'entraînement de l'État islamique, c'est à la fois religieux et militaire. C'est-à-dire qu'on a des cours de religion. Et puis, l'autre volet, c'est le volet militaire. Donc là, c'est le maniement des armes, maniement de la Kalachnikov, maniement du RPG, le lance-roquette. Et puis, on vit dans des conditions assez spartiates. On mange un œuf par jour. On apprend la dureté du combat sur le front. Voilà. Un mois plus tard, en janvier 2014, la réalité de la guerre les rattrape. 2 amis de Foued Mohamed Agad sont tués. Son frère et les autres Alsaciens rentrent en France, mais Foued, lui, décide de rester. Il explique à son meilleur ami, avec lequel il est toujours en contact, que la mort sera son salut. Et j'ai dit, mais ça t'a pas traumatisé, ça t'a pas choqué? C'est la première fois que tu vois la mort d'aussi près. Et là, il m'a répondu, non, je sais dans quoi je me suis embarqué. Et au contraire, il ne faut pas le prendre mal, il faut être heureux. Ces gens-là sont morts en martyrs. Ils vont bénéficier des plus hautes récompenses de Dieu. Je n'ai pas compris en fait. Moi, je me suis dit, mais ils doivent être en état de choc. Il m'a bien expliqué que s'il mourait en martyr, Dieu lui offrait la possibilité de ramener avec lui 70 personnes de son choix. Donc du coup, il s'est dit que s'il mourait en martyr, sa mère et ses proches iraient avec lui au paradis. Et il ira jusqu'au bout dans cette logique djihadiste. C'est de revenir en France pour faire un attentat, le pire attentat qu'ait jamais connu la France. Foued Mohamed Agad va passer près de 2 ans en Syrie avant de revenir prendre d'assaut le Bataclan. De son côté, fin 2014, Abdelhamid Abaoud, le Belge qui a enlevé son petit frère, est monté en grade. Daesh lui a confié la mission d'organiser des attaques en Europe. Mais rien ne va se passer comme il l'a prévu. Abdelhamid Abaoud monte à distance une cellule terroriste à Verviers en Belgique. Ces hommes se planquent au rez-de-chaussée de cet immeuble. C'est lui le chef, c'est lui qui organise tout, c'est lui qui donne les ordres. Il est en contact téléphonique avec ses lieutenants qui exécutaient ses ordres sur place. Achète telle quantité de produits chimiques et celle-là, arrête de me téléphoner avec ton vrai téléphone. Mais l'un d'eux ne respecte pas ses consignes et passe des appels avec son téléphone sans imaginer qu'il est sur écoute. Après plusieurs semaines de surveillance, les enquêteurs comprennent qu'un groupe de terroristes prépare des attentats de grande ampleur. Le 15 janvier 2015, la police belge lance l'assaut contre l'appartement qu'ils occupent. Deux terroristes sont tués, un autre interpellé.
Abdelhamid Abaoud, lui, échappe de peu au coup de filet. Repéré en Grèce, il a réussi à prendre la fuite. À l'intérieur de l'appartement, les policiers découvrent pas moins de 7 armes à feu dont des kalachnikovs, des centaines de munitions et de quoi fabriquer des explosifs. C'était pas un coup d'essai parce que leur but n'était pas d'essayer, mais effectivement, ça a avorté et il lui a fallu quelques mois pour reconstituer une nouvelle cellule. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval non plus, des types qui sont prêts à faire les attentats, donc il lui a fallu un peu de temps. C'est à ce moment-là que le puzzle des attentats du 13 novembre prend forme. Un nouveau projet est mis sur pied, cette fois, pas question d'échouer. Pour le coordonner, Abdelhamid Abaoud a maintenant à ses côtés Najim Lachraoui, l'intello devenu artificier. Plusieurs djihadistes sont recrutés. Parmi eux, Foued Mohamed Agad et d'autres combattants français, belges et irakiens. Reste à mettre en place le plus important, la logistique. Abaoud la confie en partie à 2 hommes de confiance. Salah Abdeslam, son ami d'enfance avec lequel il avait commis un braquage, et son grand frère Brahim qui participera aussi à la tuerie des terrasses de café. Mais que viennent faire ces 2 hommes dans ce groupe de terroristes? Les 2 frères ont une vie plutôt dissolue, où la religion a peu de place. Ils tiennent un bar à Molenbeek, à côté de Bruxelles, les Béguines. Cet ancien client nous raconte que Brahim Abdeslam était un grand consommateur. À l'entrée, il y avait une petite table jaune avec des chaises jaunes. Ouais. Et il était toujours assis là. C'était souvent sa place ici. Quand il était dehors, quand il faisait bon, il était dehors. Sinon, il était à l'intérieur. Il fumait beaucoup? Ouais, peut-être, ouais, sûrement. Parce que chaque fois que je le voyais, il fumait. Donc, à mon avis, ouais, il fumait beaucoup. Vous aimez s'amuser? Ils aimaient s'amuser, oui, comme tout le monde. Hein. Sortir, boire, draguer des filles. Ils faisaient pas exception. En boîte, ça m'est arrivé de le croiser, oui, bien sûr, plusieurs fois. Les voici sur cette vidéo, en train de danser en discothèque. Ici, Salah. Et là, Brahim, cigarette à la main. Ils buvaient leur verre, ils draguaient des filles. S'ils arrivaient à draguer une fille à la fin de la soirée, tant mieux. Sinon, ils rentraient chez eux. Et puis voilà, c'était des personnes normales. Ils n'avaient rien d'extraordinaire, ni rien qui pouvait indiquer qu'ils pouvaient se radicaliser. Ils sont même adeptes des jeux d'argent. Surtout Salah. Rien qu'en 2012, le jeune homme se rend près d'une centaine de fois dans les salles de jeux de Bruxelles et sa région. Il y avait des personnes dans les attentats qui venaient ici. Ben oui. Ah oui? Les 2, ouais. Qui ça, les 2? Les frères... Abdeslam? Ah ouais. Les 2 frères, ils venaient? Ils ont un bar et tout, on le connaît. Ils s'assoient. Ah ouais? On rencontre tout le monde. Hein. Et ce n'est pas tout. Les 2 frères avaient monté un petit trafic de drogue au sein de leur café. En août 2015, la police fait une descente. Le bar était fermé parce qu'il y a eu la découverte d'une certaine quantité de stupéfiants qui ont amené, comme le prévoit la réglementation, à la fermeture pendant 6 mois de ce débit de boisson. Petit trafiquant et grand fêtard, les 2 frères Abdeslam pratiquent-ils la taqiya? Cette technique de dissimulation prônée par Daesh autorise les djihadistes à mener une vie à l'encontre de la religion afin de ne pas éveiller les soupçons. En tout cas, ils passent à de nombreuses reprises entre les mailles du filet. En février 2015, quelques mois avant les attentats, Salah Abdeslam est interrogé par la police sur ses relations avec son ami d'enfance. Connaissez-vous le dénommé Abaoud Abdelhamid? Oui, c'est un chouette gars. Je le connais depuis plus de 10 ans. À l'époque, c'était un bon ami, je traînais tout le temps avec. Avez-vous déjà parlé de djihad avec Abaoud? Non, jamais. Que pensez-vous d'Abaoud? En dehors du djihad, c'est quelqu'un de bien. Maintenant, je ne tolère pas ce qu'il fait. Salah Abdeslam, que l'on voit ici filmé par la télévision belge, est relâché faute de preuves. Pourtant, lui et son frère font bien partie de la cellule terroriste d'Abaoud. Courant 2015, Brahim se rend dans un camp d'entraînement de l'État islamique, comme le montre cette vidéo diffusée par l'organisation. Quant à son frère, Salah, il fait plusieurs allers-retours en Europe pour acheter du matériel
et ramener les futurs kamikazes entrés clandestinement. Le 4 août, il est contrôlé au port de Patras en Grèce, en compagnie d'un homme, puis il retourne en Belgique, en passant par l'Italie. Début septembre, il se rend en région parisienne dans un magasin de feux d'artifice. Il y achète du matériel permettant de déclencher des explosifs. 5 jours plus tard, il est contrôlé à la frontière entre la Hongrie et l'Autriche, en compagnie de 2 hommes. Grâce à leur faux passeport, il passe sans problème. L'un d'eux n'est autre que Najim Lachraoui, l'artificier qui fabriquera les ceintures d'explosifs. Le 17 septembre, Salah Abdeslam retourne une nouvelle fois en Hongrie, sans doute pour y chercher d'autres arrivants. Il les dépose à Charleroi, au sud de Bruxelles. Une partie des terroristes sont cachés dans cet immeuble, au premier étage. Environ un mois avant les attentats, le plus jeune d'entre eux, Bilal Adfi, qui se fera au Stade de France, se rend dans une librairie islamique à 2 pas de leur planque. C'est le gérant de la boutique qui l'accueille. Il est arrivé, comme tout le monde, salam alaikum, un petit jeune. Il a demandé un livre sur la description du paradis, au fait. Donc moi, je lui ai dit, on n'a pas un livre, on va dire, sur la description en elle-même du paradis. On a un livre sur les chemins menant au paradis, sur les bonnes actions et tout. Donc on n'a pas ce genre de livre. Donc je lui ai plus proposé ce livre-là. Le tawhid, c'est quoi? C'est le monothéisme. C'est la base de la religion. Il a pris ce livre-là, il est parti. Je ne sais pas combien de temps après, une dizaine de jours, il est revenu, mais accompagné. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas très bien compris le livre. Après, moi, je me suis dit, bah, c'est à la base quand même, s'ils n'ont pas compris. Le livre est simple, c'est question-réponse. C'est leçon 1, un titre, une réponse. Après, à la fin de la discussion, on va dire, le petit Bilal Adfi m'avait demandé un livre sur des invocations en phonétique pour faire la prière. Donc, c'est que l'arabe, il ne le connaît pas. S'ils ne connaissent pas la prière, c'est vraiment qu'ils sont nouveaux, c'est des novices. Je me suis dit, c'est des jeunes qui veulent apprendre la religion. Et comme de nos jours, il y a beaucoup de sectes. Aujourd'hui, fais attention à Daesh. Les 2 terroristes s'amusent de cet avertissement. On m'a dit comment on les reconnaît. Je me rappelle sa question, on m'avait dit comment on les reconnaît. Donc je leur ai donné une description, voilà, vite fait, on a parlé sur les grandes lignes, on leur a distribué des flyers. Loin de se douter qu'il a affaire à des membres de Daesh, le gérant de la boutique leur donne même des fascicules de prévention contre l'État islamique. C'est une responsabilité qu'on a chacun. On a des responsabilités envers les musulmans, les non-musulmans, nos voisins. Si on sait qu'il y a quelqu'un qui a cette pensée-là, il est potentiellement dangereux pour la société. Les paroles des savants là-dessus, elles sont claires. Si on sait bien qu'il y a quelqu'un qui a cette croyance, cette pensée, on doit dénoncer aux autorités, à la police. En les dénonçant, on peut éviter beaucoup de choses. Et jamais pensé qu'eux, ils étaient pro-Daesh? Ah non, un petit 1m60, tout mince, tout gentil, qui ne connaît pas l'arabe, il ne connaît même pas le monothéisme, la base de la religion. Non. Après, on va dire que ça rentre dans le profil des ignorants, des jeunes qui ne sont pas doués de raison. Le jeune terroriste revient même une 3e fois. Il a redemandé encore un livre sur le paradis et tout. Je lui ai dit... Il était vraiment obsédé par ça? Ouais, il était vraiment obsédé par ça. Après coup, quand j'ai vu leur tête dans les médias, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'ils voulaient en fait, parce qu'on va dire, on sait bien que ceux qui les endoctrinent, c'est ça, c'est tir au paradis, tu auras ça, tu auras 70 vierges, leur baratin habituel. Pour quelqu'un qui est désœuvré, je dis, voilà, moi j'ai fait peut-être beaucoup de péchés dans ma vie, je vais me repentir, voilà, l'accès direct au paradis. Alors que non, c'est l'accès direct vers les autres chemins, mais pas le paradis. Quelques semaines plus tard, le 13 novembre, Bilal Adfi est au Stade de France avec 2 autres kamikazes dont l'identité est encore incertaine. Au même moment, Abdelhamid Abaoud, Brahim Abdeslam et un autre tireur belge mitraillent les terrasses de café des 10e et 11e arrondissements de Paris. Puis c'est au tour de Foued Mohamed Agad et de 2 autres Français de prendre d'assaut la salle du Bataclan. Au total, 130 morts et près de 500 blessés. Les 9 terroristes meurent tous le soir même ou quelques jours plus tard, lors de l'assaut mené contre leur planque à Saint-Denis.
Resté en Belgique pour piloter les attentats, Najim Lachraoui, l'artificier de la cellule, finira par se faire exploser le 22 mars 2016 avec un autre terroriste à l'aéroport de Bruxelles. Quant à Salah Abdeslam, seul survivant du commando du 13 novembre, il a réussi à prendre la fuite et à se cacher pendant 4 mois. Une longue cavale qui s'est terminée le 18 mars dernier à Molenbeek, la ville où il a grandi. Ici la police fédérale, nous vous demandons de sortir les mains en l'air. Il est aujourd'hui incarcéré en France, à la prison de Fleury-Mérogis, et placé à l'isolement. Pour l'instant, il se mure dans le silence. Son procès permettra peut-être d'apporter des réponses aux questions que se posent encore les victimes.